Bon, écoutez, merci de votre présence, hein, d'une part, merci de vos interventions. Alors, personnellement, j'ai beaucoup apprécié la dernière présentation, les autres aussi, hein, bien évidemment. Mais on a eu beaucoup de présentations sur le lockpicking dans le passé, dans différentes conférences, etc. Là, on a vu une version un peu différente de la protection des clés de chiffrement. Des clés, pardon. Attends, bon, voilà. Lapsus révélateur. Alors, cela dit, c'est pas un lapsus aussi révélateur que ça, puisque dans la cryptographie, vous savez que depuis des années, on nous a dit que la sécurité de la cryptographie reposait sur le secret de l'algorithme, sur le secret de la clé, sa longueur, et pas sur le secret de l'algorithme. Et en fait, là, j'ai eu l'impression d'avoir une démonstration qui était un peu contraire, qui nous dit, finalement, la clé, elle peut être connue et publique. Ce qui est important, c'est de protéger l'algorithme, qui est le cylindre ou les différents cylindres. Donc, alors, c'était une bonne introduction pour moi de dire, finalement, on voit bien qu'on a deux environnements, la sécurité physique et la sécurité logique. Je pensais que ça pouvait converger, alors du coup, on est basé sur des concepts qui sont divergents. Alors, divergents, j'exagère un petit peu, hein, je prends quelques raccourcis, vous m'excuserez, mais pour faire cette introduction autour de la sécurité logique et la sécurité physique. J'avais juste une question, puisque moi, je suis vice-président de l'association, mais par ailleurs, j'ai une activité professionnelle, parce que j'ai une famille à nourrir. Je fais du conseil à l'entreprise. Parmi les RSSI, et puis peut-être même parmi mes confrères, les consultants, combien parmi les RSSI aujourd'hui est en contact, la préoccupation de la sécurité physique, bien sûr, vous l'avez, mais combien d'entre vous est en contact avec les moyens généraux, hein, qui sont généralement en charge de cette problématique de sécurité physique, quand il n'y a pas des équipes liées à la sûreté, hein, notamment aux protections de la propriété industrielle et intellectuelle. Combien de RSSI, comme ça, rapidement à main levée, sont en charge et sont préoccupés dans la mise en œuvre de leur politique de sécurité de cette sécurité physique? Si vous pouvez, rapidement, un petit sondage à main levée, si les RSSI peuvent ou osent. On en a quand même quelques-unes, donc oui. Voilà, on voit que c'est quand même quelque chose qui est une préoccupation aussi. Et parmi mes confrères, Sylvain nous a fait une démonstration, une adaptation, pardon, de la logique de l'analyse de risque à travers peut-être certains manques dans les méthodes aujourd'hui. Et parmi mes confrères, combien d'entre vous aujourd'hui se préoccupent de cette problématique de la sécurité physique dans l'accompagnement de vos clients, dans la sécurité de l'information? Bon, on en a à peu près autant que les RSSI, donc c'est plutôt une excellente nouvelle. Ce qui m'intéressait dans cette ouverture, c'est de voir que finalement, aujourd'hui, ce n'est pas deux mondes qui s'opposent, c'est deux mondes qui doivent converger, au-delà de la plaisanterie de l'introduction. Et pour autant, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que la sécurité physique, aujourd'hui, repose finalement sur l'outil informatique, celui qu'on veut protéger, nous, dans la sécurité de l'information. Et donc, ce qui serait surprenant, c'est de ne pas voir de convergence entre ces deux mondes, que ça ne devienne pas une préoccupation, je dirais, du RSSI. Je compare souvent, moi, dans mes approches, la sécurité physique prise en charge par le RSSI, comme la téléphonie est devenue une préoccupation de la direction informatique maintenant, puisqu'avec la convergence de la voix sur IP, c'est plutôt une problématique de réseau, d'entreprise, de données, plus que de téléphonistes dans le passé. Alors, je ne veux pas rouvrir de vieux débats et de vieilles blessures, mais est-ce qu'on n'est pas condamné, finalement, à faire converger les deux à un moment donné, puisque la sécurité physique reposera sur des problématiques de sécurité logique? Comme ça, juste pour ouvrir le débat, puis je vous passerai bien sûr la parole si vous avez des questions à nos intervenants. Vous dites que la sécurité physique doit s'appuyer sur les pratiques de sécurité logique, notamment pour son propre usage, mais réciproquement aussi. Donc, en cela, les domaines convergent. Et je pense que les domaines sont de plus en plus indissociables. C'était la conclusion de ma session de présentation. Et j'irai même un petit peu plus loin. C'est-à-dire que j'ai entendu ça, vous l'avez très bien introduit sur la partie clé de chiffrement. Moi, j'irai un peu plus loin. Moi, je dis on utilise des vocabulaires similaires. Moi, j'ai entendu élévation de privilèges dans la dernière présentation, dans le domaine de la sécurité physique. Je trouve ça très intéressant. On pourrait mentionner la notion de détection d'intrusion. La notion de détection d'intrusion existait dans la sécurité physique bien avant la sécurité logique. Donc pour moi, c'est autant de faisceaux de présomption qui montrent que les mondes sont obligés de converger. D'où l'intérêt de la méthodologie. Et dans cette convergence, justement, parce que c'est souvent, ça tombe bien que vous évoquiez l'intrusion, on aurait tendance à vouloir des fois rapprocher les deux mondes à travers des données, des informations. Vous évoquiez la problématique de conformité. Moi, j'aimerais bien savoir qui est dans mon entreprise, avoir le fichier des personnes présentes, des personnes qui sont en mouvement dans l'entreprise, à l'extérieur, puis rapprocher ça des personnes connectées logiquement au système d'information. Mais on n'a pas des petits soucis là avec des instances de préservation de la propriété, enfin de la protection individuelle. Je pense à la CNIL en particulier. On est tenté d'aller vers ce genre de rapprochement pour faire le lien entre les deux, mais parler de la conformité. Alors, il y a des garde-fous dans l'entreprise. Tout d'abord, les directions de la conformité. Ensuite, les correspondants CNIL. La plupart des grandes sociétés ont des correspondants CNIL en interne qui ont des prérogatives assez importantes.
Donc effectivement, ces deux instances, y compris la sensibilisation des acteurs, que ce soit la direction juridique, la direction sûreté, la direction de la sécurité informatique, ces différents acteurs doivent être formés. Et dans l'entreprise dans laquelle j'ai exercé, il y avait régulièrement des sessions de sensibilisation pour les acteurs un petit peu particuliers que j'ai cités, mais également pour les salariés. Et ça permet d'éviter des extractions de données un petit peu farfelues, qui parviennent quelquefois aux gens qui exploitent les solutions de contrôle d'accès et qui n'ont pas de raison d'être. Par exemple, un manager qui va demander à savoir quand est-ce que les salariés dans son équipe rentrent sur un site et à quelle heure ils sont sortis. Ça ne fait pas partie des demandes qui sont recevables au sens de la CNIL. D'accord. Moi, je vais compléter également là-dessus. Moi, régulièrement, j'ai au niveau de mes clients des demandes particulières de ce type-là. Et aujourd'hui, même si on ne peut pas travailler, parce qu'il y a de nombreux garde-fous au niveau de la CNIL, sur du nominatif, il peut être très intéressant de travailler sur du non-nominatif. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs sites qui ont un fonctionnement particulier au niveau d'un contrôle d'accès, qui vont avoir des fonctionnements très particuliers au niveau des usages des salariés. Et il peut être intéressant de comparer les données de manière statistique d'un site sur un autre, ou d'un site en fonction du temps. Ce qui va vous permettre d'identifier à un moment donné un comportement particulier qui n'est pas normal. Donc, et bien évidemment, on ne va pas savoir quelle est la source de ce comportement. Par contre, ça va nous donner des faisceaux d'informations qui vont nous permettre derrière de pouvoir lever une enquête, de pouvoir analyser les choses, de pouvoir se poser des questions. Donc il est très très intéressant. Et aujourd'hui, avec le rapprochement justement des deux mondes, le fait d'avoir un hébergement centralisé des données, le fait de travailler sur des bases de données centralisées, on va pouvoir utiliser des outils qui sont normalement utilisés pour le big data ou pour des choses comme ça, qui vont nous permettre de faire de la statistique sur des données de contrôle d'accès non nominatives, sur le nombre d'accès par rapport à un site donné ou à une salle donnée ou à une localisation particulière, et qui va permettre de dire bah, là on a quelque chose qui n'est pas normal qui se passe là, et il va falloir regarder un peu plus près. Alors ça présuppose qu'on abandonne le système de clé que vous présentiez finalement, puisque avec la clé, il n'y a pas de traçabilité sur la clé par elle-même. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi quand je vous parlais de la clé physique, ça marche tout à fait exactement de la même façon avec un contrôle d'accès. L'avantage de la clé physique, c'est qu'on peut facilement comprendre la problématique et la voir, la toucher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout système de contrôle d'accès, qu'il soit physique ou logique, derrière va fonctionner de la même façon. On va retrouver à peu près les mêmes travers. Et ce qu'il faut, c'est comprendre globalement comment ça marche. Après, ce qu'il faut voir au niveau des clés aujourd'hui, c'est que vous avez un support physique qui est la clé, mais de plus en plus maintenant, on peut avoir des transpondeurs qui travaillent dans les clés. C'est-à-dire que la clé va être équipée d'un transpondeur et on va pouvoir tracer quelle clé a ouvert telle porte à tel moment. Ce qu'on n'arrivera jamais à tracer, évidemment, c'est la clé où derrière, il n'y a pas de transpondeur. Donc c'est la fameuse clé qui a été faite manuellement par un utilisateur malveillant et qui a essayé d'ouvrir cette porte. Donc c'est une ouverture sans transpondeur, ça peut lever une alarme, ça peut ne pas lever d'alarme selon comment c'est traité derrière. On peut même également dire que pour certains endroits, il faut forcément avoir un transpondeur et faire une double authentification, une clé mécanique plus le transpondeur pour ouvrir. Typiquement, c'est ce qu'on met généralement sur des data centers, c'est ce qu'on va mettre sur des postes de la direction générale, c'est ce qu'on va mettre sur différents sites particuliers. On veut vraiment avoir une authentification. Donc on sait qu'on va perdre en qualité au niveau de l'authentification, au niveau de la sécurisation mécanique, puisque forcément cette clé, elle aura probablement moins de goupilles, puisque le cylindre, il a une taille qui est quand même assez limitée, on ne peut pas faire un cylindre de taille énorme. Et donc on va réduire la sécurité physique, mais on va améliorer en rajoutant une traçabilité derrière. Et il faut avoir à la fois la sécurité physique et la sécurité électronique pour pouvoir ouvrir derrière cette porte. Donc on va avoir un certain nombre d'applications. Souvent la sécurité mécanique, c'est comme la sécurité informatique. Ce sont des compromis qu'on va avoir entre une sécurité et l'utilisation qu'on va en faire. Plus on va mettre de sécurité, plus on va compliquer la tâche des utilisateurs. Et donc forcément, il faut trouver le juste curseur. Comme toujours, compromis entre sécurité et utilisabilité de solutions. Des questions peut-être, Lazaro, puisque tu vas nous quitter. Soyons clairs, la situation aujourd'hui de l'entreprise, j'étais dans le congrès de CDEC, où il exprimait le fait qu'il n'était pas aussi bien considéré qu'un RSSI. Alors que quand on voit par statut et par le reste, un directeur sécurité, c'est quand même un nombre soi-disant plus important que le RSSI. Il est clair que nous, on est dans un métier à la mode et qu'eux, ils sont dans un vieux métier. Je crois que pour autant, il ne faut pas trop en profiter.
Je veux dire par là, l'exportation facile des méthodes qu'on utilise dans la sécurité du système d'information et surtout des concepts à un monde qui, lui, il a des concepts bien structurés, il faut faire beaucoup d'attention. Je vous donne l'idée de vulnérabilité. Vous prenez une porte de garage. La porte de garage est en train de se fermer. Je suis un homme sécurité logique, il y a quelqu'un qui bloque la porte. Si je le regarde comme un objet logique, je dirais qu'il faut s'assurer que la porte se ferme. Si je regarde protection des biens et personnes, il faut surtout que la porte s'ouvre. Alors, ce n'est pas un problème théorique, c'est une discussion qu'on a eue quand on a déménagé un nouveau bâtiment. Deuxième problème, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité suppose qu'il y a quelque chose d'invulnérable, puisque sinon, qu'est-ce que veut dire que ça soit vulnérable? Il n'y a pas de vulnérabilité dans le monde physique. Moi, je n'ai pas fait de sécurité physique, mais j'ai fait des distributeurs de billets. Les distributeurs de billets ont des programmes qu'eux, ils sont vulnérables. Par contre, ils ont des coffres forts. Sur les coffres forts, on ne parlera jamais de vulnérabilité. On va parler des temps de résistance. Et de résistance à ça c'est 10 minutes, 50 minutes, 1h30. Et de résistance à une force brute qui est une vraie force brute. Ça veut dire que c'est un vrai brute qui essaie de la casser avec sa force. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Il y a beaucoup à gagner dans la convergence déjà des métiers et probablement aussi dans la méthodologie, à condition de faire quand même attention. Donc, ce n'était pas une question. Jamais fait de questions. Merci Lazzaro pour ce peut-être partager, peut-être des réactions sur les propos de Lazzaro ou peut-être des commentaires sur... Je pense que c'est une question de vocabulaire. Résistance, exposition, vulnérabilité, tout peut converger vers le même mot. On se fiche que ce soit vulnérabilité ou autre chose, mais c'est juste une question de vocabulaire. Donc effectivement, je comprends qu'on ne puisse pas utiliser le mot vulnérabilité pour un coffre-fort, c'est très bien, mais à la fin, c'est la même chose. Henri Caudron, responsable de l'espace RSSI. Je réagis par rapport à la deuxième intervention où on parlait de centralisation de la gestion du contrôle d'accès, en particulier de l'utilisation du badge, qui a de plus en plus d'importance parce qu'on l'utilise à la comptine, on l'utilise pour le contrôle d'accès et plein d'autres choses à côté. C'est un encouragement à avoir le port obligatoire du badge, port visible. Question que je me pose, est-ce que c'est une mesure qui est efficace ? Et puis, dans la continuité de cette question, par rapport à la sensibilisation, j'ai vu un certain nombre de contextes où il a été recommandé le port du badge, même avec des actions de sensibilisation. J'ai vu peu d'utilisateurs porter ces badges, ou de la même manière, l'utilisateur ne va pas accompagner un visiteur à la fin d'une visite dans l'établissement. Donc, on va avoir des externes qui circulent peut-être sur le site. Et là, je ferai un parallèle avec la sécurité informatique. On parle de sensibilisation. C'est à nouveau un terme édulcoré. En fait, on devrait parler plutôt de moyens de changer les comportements. On a des comportements qui amènent des risques ou des vulnérabilités. Comment faire en sorte qu'on soit moins facilement attaquable par l'ingénierie sociale parce que les utilisateurs cherchent la facilité. Donc je vais répondre aux deux questions sur l'efficacité du port du badge et puis le taux de transformation. Effectivement, c'est une vraie difficulté. Dans mon expérience, ça marche très bien à partir du moment où la tête de l'entreprise applique cette règle. Si le président, les vice-présidents sont conscients du risque, à ce moment-là, tout le monde suivra. C'est effectivement une vraie difficulté de s'assurer que tout le monde porte le badge. Pour autant, ça n'est pas forcément applicable partout et ça n'est pas forcément efficace. Si on est dans un environnement relativement dangereux, par exemple des lignes de production, on va demander aux salariés de ne pas avoir de port apparent du badge parce que le badge peut être aspiré. Alors, il y a des petits systèmes qui existent, des cordons qui se rompent automatiquement, une sorte de petit clip. Voilà, ça c'est une exception. Dans tous les cas, moi ce que je crois, c'est à une vraie sensibilisation des salariés et pas une sensibilisation une fois tous les 2 ans.
c'est une sensibilisation régulière. Pourquoi? Parce qu'on va rappeler les bonnes pratiques, mais on va aussi avoir des remontées d'incidents. Votre deuxième question, c'était sur... Le retour à la sensibilité. Voilà. Donc, je viens d'y répondre. On sensibilise en passant les attentes, en insistant aussi sur l'aspect social et l'aspect financier. Les gens sont très sensibles quand on leur dit, voilà, on vient d'investir tant de millions d'euros dans tel projet R&D. Si on a des gens qui se promènent dans les locaux et que vous ne connaissez pas, si vous ne faites rien, ce sont potentiellement des gens qui vont aller collecter de l'information. Donc il faut savoir intéresser en termes de sensibilisation nos interlocuteurs. Et moi, quand j'animais des sessions de sensibilisation, j'avais des messages qui étaient différents selon les profils. On communique des informations différentes à des chefs de projet R&D qui ont leur propre culture. On communique différemment à des assistantes qui ont un rôle critique dans l'organisation parce qu'elles voient tout, elles ont connaissance de tout. Et donc on va vraiment se servir de ces personnes comme des relais en cas de difficulté. D'autres types de sensibilisation, ça va être pour des gens qui travaillent dans des entrepôts. Il faut adapter les messages et plutôt avec eux insister sur l'aspect sécurité, c'est-à-dire vous travaillez dans un entrepôt, c'est un endroit dangereux. Si vous croisez quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne porte pas son gilet, qui ne porte pas son badge, etc., potentiellement il peut avoir un accident et donc ça représente une atteinte aux objectifs de toute l'équipe. Voilà, quelques exemples. Il y a peut-être un petit complément aussi, là, on vient de parler de la carotte, mais il y a aussi l'effet bâton, qui peut être intéressant à voir, c'est que l'employeur a l'obligation légale d'assurer la sécurité de ses salariés. Et ça fait partie du Code du travail. Et c'est aussi un argument qui va permettre aux responsables de sécurité de dire le badge apparent, c'est aussi une garantie de cette sécurité. Ça va permettre de limiter les croisements de flux, ça va permettre de voir, identifier rapidement un salarié d'un prestataire, d'un extérieur, d'une personne qui connaît le site et d'une personne qui ne connaît pas le site. Ça va également permettre un certain nombre d'actions. Quand on regarde typiquement dans l'aéroportuaire, c'est des choses qui sont très pratiquées. Aujourd'hui, on ne voit personne sur Roissy qui va se déplacer sans son badge. Et donc là, ils ont une obligation derrière, et l'employeur l'impose. On peut l'imposer en termes de règlement intérieur, on peut l'imposer dans nos protocoles pour les sociétés partenaires ou prestataires, et on peut justement jouer sur l'effet, on va dire, légal et juridique associé. C'est-à-dire que le non-respect peut se traduire par une faute, peut se traduire par une pénalité. Donc une sanction. Donc on peut avoir à la fois cette sensibilisation qui est très importante et aussi, entre guillemets, la peur du gendarme qui va pouvoir nous aider aussi sur cette thématique-là. Est-ce que dans l'approche méthodologique, on le fait comme on le ferait dans la sécurité logique, de proposer en termes d'objectifs de sécurité des audits, des pentests, du penetration testing, mais en mode physique? Est-ce que ça fait partie des choses qu'il faudra aussi finalement proposer systématiquement et puis trouver les prestataires qui seront en capacité d'eux? Alors en fait, les auditeurs de sécurité physique avec lesquels j'ai pu travailler ne faisaient pas de test de pénétration en tant que tel, mais étaient complètement capables de faire un constat de vulnérabilité sur ce qui était possible de faire. D'une expérience passée, je sais que ça existe. Je pense qu'on est assez discret sur ce sujet-là, donc je n'ai pas de retour d'expérience sur ce sujet, mais je sais que ça existe, même si c'est à mon avis très peu répandu. Mais il faut le proposer. À un moment donné, comme on fait des pentests, il faut à un moment donné, sur des sites sensibles, proposer, trouver des prestataires, ou il faut peut-être une compétence à développer. Elle existe, bien sûr. Elle existe déjà. On ne peut pas en parler toujours très librement, parce que les personnes qui pratiquent ça ont un passé très officiel, mais dans des contextes un peu particuliers. Mais c'est des choses qu'il faudra finalement réaliser à un moment ou à un autre. Parce qu'effectivement, ce qu'évoquait Henri sur le port du badge, moi j'ai souvent le problème de tenir la porte dans une entreprise dans laquelle je travaille en tant que prestataire. Je ne tiens pas la porte nécessairement aux gens, voire je la referme derrière. Je me suis déjà entendu dire, mais quel con ce mec-là, il ne me tient pas la porte. Je leur dis, moi j'ai un badge prestataire, je ne peux pas vous tenir la porte, vous comprenez que je ne suis pas là pour faire le contrôle d'accès. Et donc la sensibilisation, comme l'évoquait Henri, et cette capacité que les gens ont de comprendre ce que représente la sécurité physique dans l'entreprise pour leur propre sécurité, à l'instar de ce que vous évoquiez, il faudra peut-être à un moment donné démontrer, au-delà de la statistique, démontrer qu'il y a des faiblesses et qu'il faudra à un moment donné, quand on verra un prestataire d'audit assis dans le siège du PDG un matin ou un soir ou en plein après-midi, que les gens prennent conscience de ce que ça représente, comme on le fait avec un pentest. Avant, on faisait que de l'audit de vulnérabilité, et maintenant on fait des pentests pour démontrer qu'on peut rentrer dans un système depuis l'extérieur et puis voler de l'information ou le détruire virtuellement.
Dans une des slides que je vous ai présentées, j'ai précisé qu'il y avait des audits de sûreté en amont des projets de déploiement et la partie intrusion physique faisait partie de l'audit de la sûreté. Donc moi, ce que je peux en dire pour faire le parallélisme avec la sécurité logique, c'est que finalement, on se retrouve avec les mêmes techniques. Hein, c'est de l'ingénierie sociale et les enjeux sont peut-être plus importants en sécurité physique, sans vouloir faire de concurrence entre les deux, qu'en sécurité logique, puisque quelqu'un qui va être très efficace en sécurité physique, en intrusion physique, va rentrer dans des locaux informatiques, va passer un certain nombre de portes et va accéder au cœur du système. Voilà. C'est tout l'enjeu. Oui, ce que je voulais dire, c'était partager un peu mon expérience aussi sur le sujet. C'est vrai que moi, j'interviens régulièrement sur des audits pour différentes sociétés de toute taille. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, à la fois les audits en boîte blanche, assez traditionnels, où on va travailler avec l'ensemble des informations dont dispose le client, les analyser avec lui et identifier ses vulnérabilités. Mais on voit également de plus en plus, et on le pratique aussi assez régulièrement, des audits en boîte noire ou en boîte grise. C'est-à-dire que des scénarios du stagiaire qui va arriver, qui va être déposé pendant une semaine sur une localisation particulière pour identifier des vulnérabilités, ou alors carrément un scénario vraiment en boîte noire avec une intrusion complète de l'extérieur. C'est des scénarios qu'on commence à arriver de plus en plus. De plus en plus, les gens commencent à se sensibiliser et se dire il y a une utilisation standard de mon contrôle d'accès, il y a une utilisation standard de l'intrusion. Si je sors un peu des clous, qu'est-ce qui se passe? Donc aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que souvent un système, il est préparé pour répondre à une menace. Si cette menace, ce n'est pas la menace qui est la menace réelle qui est en face, ce système, il n'est pas forcément utile. Et donc de plus en plus, ce qu'on pouvait voir dans le thème de l'informatique avec le test du singe qu'on pose devant un clavier et qui tape un peu sur toutes les touches, et de plus en plus on commence à le voir en sécurité physique, c'est-à-dire qu'on va avoir des audits ce qu'on appelle nous des boîtes grises ou boîtes noires, c'est-à-dire vraiment des niveaux d'information de la personne qui va devoir s'attaquer au système qui vont de 0 à 100. Donc il y a l'auditeur classique qui va arriver, qui va feuilleter l'ensemble de vos documents, qui va analyser les systèmes que vous avez montés, qui va regarder comment vous l'utilisez, qui va vous faire un certain nombre de recommandations. Et puis après derrière, il y a tout ce qui est la partie en allant vers la partie plus sombre, où derrière on va arriver avec des personnes qu'on va lâcher dans vos locaux, des personnes qui vont de manière plus ou moins maîtrisée. Ça peut être totalement organisé, c'est-à-dire avec le consentement de l'entreprise, on met une personne pendant X temps et on regarde comment les salariés vont réagir et les faiblesses qu'on peut avoir sur un système, ou ça peut être une intrusion réelle. Donc ça se fait de plus en plus au niveau des audits, c'est vrai. Merci. Donc Laurent Saint-Yves, INEO Digital Cybersécurité, j'ai une question pour le premier intervenant concernant la notion d'héritage entre le risque physique et le risque logique en fait. Et le poids en fait et le score que vous pouvez éventuellement mettre différents. Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut qu'on tende vers des analyses de risque que moi j'appellerais combinées. C'est-à-dire qui mélangent à la fois les risques physiques et logiques, c'est une évidence. Il faut qu'on y tende pour les scénarios. Donc là, on n'est pas sur l'impact, on est déjà sur les scénarios. Tout simplement, pour modéliser un insider, c'est bien. Avoir le scénario qui permette de savoir comment est-ce qu'un intervenant externe peut devenir un insider, c'est encore mieux. Donc ça, c'est le scénario. Sur l'impact, on a des échelles d'impact qui sont propres, qui dépendent fondamentalement on va dire, des cultures, des métiers, etc. Bien évidemment, le risque humain, il est le plus souvent au-dessus de tout, le plus souvent. Après, on peut avoir un certain nombre de natures d'impact qui sont jugées, en tout cas, au sens de le métier de l'entreprise aussi important que le risque humain. Je vais même aller un petit peu plus loin que ça. Et ça, c'est l'ouverture, encore une fois, que j'ai fait sur un autre domaine qui est le risque de responsabilité sociétale. La responsabilité sociale d'entreprise, c'est la prise en compte des impacts que l'entreprise fait courir à des parties intéressées. Par exemple, la pollution qu'on fait sur un site. On pollue le site, mais l'impact sur l'entreprise, il n'est qu'indirect. Voilà. Donc si on arrive à prendre en compte, si on met dans le jeu ce risque de responsabilité sociétale, on va avoir encore un jeu d'impact qui sera encore plus complexe. Donc la question n'est pas tranchée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les impacts sont différents en fonction des domaines. Bonjour, Hervé Schoer, consultant. Je confirme qu'il y a plein de tests d'intrusion physique. Il y a plein de détectives privés qui font ça et qui font même des fois de la combinaison physique-logique. Alors, j'ai compris que Henri Caudron avait visiblement une expérience mitigée avec le badge apparent. Alors, ce que je trouve intéressant ces derniers temps, c'est finalement dû malheureusement à l'actualité.
il y a pas mal d'entreprises qui sont passées en début d'année au badge apparent. Et au final, ça a été plutôt positif. Et même plusieurs d'entre elles ont communiqué en disant à leurs salariés, eh ben, finalement, on a détecté 4 intrusions physiques. Donc finalement, notre sécurité physique était vraiment pas au point, puisque depuis qu'on est passé au badge apparent, mais à l'origine, c'est quand même les attentats de Charlie Hebdo qui ont fait qu'un certain nombre d'entreprises se disant, oui, finalement, je pourrais être une cible, sont passées au badge apparent. Donc, face au succès que moi j'ai pu constater, j'ai pas bien compris quelle était la difficulté avec le badge apparent, parce que moi je trouve que c'est une mesure de sécurité qui est excellente et qui marche très bien. La difficulté, c'est qu'il y a certaines entreprises, en dehors du contexte politique actuel, il y a certaines entreprises où la protection de l'information n'est pas naturelle. Je pense qu'il faut faire le lien avec la culture de l'entreprise et ce qu'elle commercialise in fine. Voilà, dans une entreprise de défense, dans une entreprise où la R&D représente quelque chose de très important, naturellement les gens seront amenés à porter leur badge et à mettre en place naturellement un certain nombre de choses. Il y a d'autres entreprises, je n'aurai pas de nom, où on va avoir une certaine hostilité par rapport au port du badge, mais ça va aller plus loin. J'ai un exemple en tête d'une entreprise où des salariés ont demandé officiellement à ce qu'il n'y ait plus de mot de passe. Parce que c'était contraignant, astreignant et tout ce qu'on veut. Voilà. Et je pense qu'on peut mettre ça en relation avec une certaine hostilité sur le port du badge. Pour répondre à Hervé, les entreprises où il y a un peu de contraintes par l'activité métier, le port du badge se fait assez facilement. Les endroits où il y a un peu moins de contraintes par l'activité métier, sans citer de secteur d'activité en particulier, c'est vrai que porter son badge, on passe un peu pour quelqu'un de bizarre quand on se balade dans les couloirs avec un badge apparent. Au niveau du fait de porter le badge, il y a peut-être aussi quelque chose qui peut aider à ce niveau-là. C'est plus ce badge, il est entre guillemets un outil indispensable pour l'entreprise, plus le salarié va avoir tendance à l'utiliser. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du badge qu'on va utiliser pour la cantine, éventuellement la machine à café, qui va servir pour les imprimantes, mais il peut également servir, on n'en a pas parlé là, mais pour typiquement identifier l'utilisateur sur les Active Directory ou d'autres applications de sécurité en termes informatiques. Plus ce badge il va être central en termes de l'entreprise, plus il va être intégré à l'entreprise et plus derrière le salarié va l'utiliser et va le porter avec importance. Donc il faut aussi voir, c'est qu'un badge qui n'a très peu d'utilité, pour le salarié, il n'y a pas une grande utilité à le porter. Un badge qui est utile et qui sert à tout, le salarié va l'avoir tout le temps sur lui, il sait qu'il ne peut pas les quitter, et le meilleur moyen de l'avoir, c'est de l'avoir à porter, donc soit autour du cou, soit attaché à la ceinture, mais il sera plus facilement visible, naturellement. Bonjour. Alors moi je voudrais témoigner sur ce que disait Lazaro tout à l'heure. C'est dommage qu'il soit parti, puisque moi je siège au CDSE, donc je viens de la Sûreté, et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que le RSSI a bien voulu m'inscrire au CLUSIF à la conférence d'aujourd'hui. Donc la preuve que ça fonctionne, que la communication fonctionne. À tel point que je reviens sur ce qu'a dit Hervé tout à l'heure, effectivement on fait des pentests de bout en bout, qui incluent le logique et le physique, et même si ce que vous disiez tout à l'heure est vrai, il y a quelques années c'était majoritairement passez-moi l'expression, des barbouzes qui faisaient ces tests d'intrusion, des gens des services, etc. Aujourd'hui, il est beaucoup plus simple de faire rentrer une jeune fille par la porte avec un ordinateur sous le bras, un téléphone à l'oreille et qui s'excuse de ne pas trouver son badge, que de faire rentrer quelqu'un par les égouts ou la fenêtre. Donc aujourd'hui, ces pentests qui allient physique et logique, puisque derrière l'objectif est d'arriver à la première RJ45 venue pour pouvoir se connecter ou essayer de hacker le système, est indispensable. De la même manière, sur l'aspect des badges, je rejoins ce qui a été évoqué sur l'aspect indispensable du badge. Aujourd'hui, on travaille sur l'intégration des PKI sur les badges de contrôle d'accès, sur des secteurs particuliers, de manière à, donc on a déjà effectivement la machine à café, le restaurant, etc., de manière à intégrer encore un outil de plus qui fait que le collaborateur va avoir besoin de son badge de manière quasi permanente, ce qui fait qu'au bout du bout, il le portera autour du cou, ce sera beaucoup plus simple pour lui. Attention toutefois, parce que comme tout système, à partir du moment où on crée un système sur lequel on intègre de plus en plus d'outils, à un moment donné, c'est lui qui devient vulnérable et qui crée un risque si jamais on vient à le perdre ou à le copier en fonction de la techno utilisée. Donc, mais la coopération sécurité physique et sécurité logique existe, et donc je suis très content d'être inclusif pour entendre parler de ça. Oui, bonjour, Zaïdib, directeur associé chez Idento. J'avais une question surtout pour Monsieur Millot, pour Alexis, sur la dernière présentation. Donc, à titre personnel, récemment, j'ai acheté une serrure connectée d'une société française qui s'appelle Dekeys.
j'ai toujours pas reçu d'ailleurs. C'est une centaine d'euros et je voulais savoir en fait si installer des serrures connectées peut répondre à vos problématiques de clé, sécurité de la clé si elle est folée, etc. Premièrement, et deuxièmement, si généralement, comment vous voyez l'évolution de cette problématique spécifique à la serrure particulièrement, à cet élément en fait dans la chaîne de sécurité physique, quoi. Merci. Alors, ce que je disais tout à l'heure, j'ai déjà commencé à parler un peu du sujet, mais le principe des serrures connectées, donc si on travaille avec des clés mécaniques avec les transpondeurs, en fait, on va déplacer le risque, puisqu'on va être obligé de réduire le nombre de goupilles ou la sécurité, ou l'espace qui est associé à la sécurité physique au niveau de la clé, puisqu'on a des cylindres qui sont en général de taille assez limitée, et donc on ne peut pas avoir dans ce même emplacement à la fois beaucoup d'électronique et beaucoup de mécanique. Donc ça va être en fait un compromis entre les deux, c'est-à-dire qu'on va réduire la sécurité d'un point de vue mécanique pour la compenser par un peu de sécurité électronique, mais qui n'est pas forcément de meilleure qualité, mais qui est surtout l'intérêt, c'est une traçabilité. Après, ce qu'il faut voir, c'est que plus on va augmenter l'électronique dans un cylindre, plus ça va faire monter le coût du cylindre. Et au bout d'un moment, vaut mieux travailler avec des serrures autonomes qui vont fonctionner avec vos badges directement, plutôt que de travailler avec une clé. Plus on va avoir de vecteurs différents derrière, plus on a de chances d'en perdre un. Donc si le salarié il se déplace avec 4 clés, un badge, plus d'autres outils, il a de grandes chances à un moment donné de perdre l'un de ses outils d'ouverture. Le plus simple étant d'avoir un badge unique et de communiquer sur ce badge. Au moindre problème, on bloque ce badge, on régénère un badge. Et tous les systèmes étant connectés sont capables d'interagir très rapidement. Donc je pense que la serrure connectée derrière, c'est une situation bâtarde entre la partie vraiment mécanique et la partie contrôle d'accès, qui a à la fois les inconvénients des deux, je dirais, malheureusement, même si, et donc je pense que ça n'a pas forcément un avenir énorme. La serrure connectée, ce qu'on appelle aujourd'hui les serrures autonomes, c'est-à-dire des serrures c'est-à-dire un cylindre motorisé avec une pile à l'intérieur qui va fonctionner sur un badge, je pense à un avenir déjà beaucoup plus conséquent. Après, ce qu'il faut voir, c'est que typiquement, on va travailler sur des serrures autonomes, on va travailler sur d'autres systèmes. Tous ces systèmes-là ont quand même souvent une ouverture mécanique qui reste en backup au cas où l'électronique tombe en panne. Donc c'est pareil, même les systèmes aujourd'hui qui sont quasiment complètement électroniques ont toujours, entre guillemets, une backdoor mécanique qui permet de les ouvrir en cas de problème. Donc c'est aussi peut-être à ce niveau-là qu'il va falloir travailler. Antoine Bajolet, administrateur d'Occlusif. Alors, justement, pour rebondir sur ce que vous dites, et c'est le sens de ma question, plutôt pour Monsieur Chaminade, le retour d'expérience que vous présentez à tout du projet parfait de sécurité physique et de convergence, sécurité logique, sécurité physique. Mais d'expérience, on a plutôt tendance à constater que, plutôt d'ailleurs pour des raisons d'économie, on se retrouve avec le réseau de gestion d'accès physique, c'est-à-dire les gâches électroniques et les badgeuses qui se retrouvent sur le réseau bureautique, justement parce qu'on ne veut pas câbler deux fois, ou que la segmentation est faite juste par VLAN, donc l'équipe réseau a toute la possibilité de mettre des ponts entre les deux systèmes, et enfin les systèmes que l'on déploie présentent des vulnérabilités logicielles, ce qui fait qu'on se retrouve, en voulant faire une convergence entre sécurité physique et sécurité logique, à affaiblir les deux. Si je mets des badgeuses vulnérables sur mon réseau bureautique, en prenant la main sur une badgeuse, je vais pouvoir peut-être attaquer mon réseau bureautique et mes serveurs. Et de l'autre côté, en prenant la main sur mes serveurs, je vais peut-être pouvoir ouvrir toutes les portes. Et donc, mon niveau général de sécurité, sur une convergence mal maîtrisée, en fait, va être affaibli. Et de quelle manière on peut maîtriser cet effet pervers de cette convergence? Alors, il y a deux questions pour résumer. La première, c'est l'aspect financier. Et la deuxième, c'est l'aspect plus convergence. Sur l'aspect financier, ce qui nous a aidé à lancer ce projet, c'est un certain nombre d'incidents qui ont représenté un coût important. Voilà. Donc, à partir de ce moment, quand vous comparez le coût de l'incident, même prenant en compte le remboursement par les assurances, la prise en compte du sinistre, si vous comparez le coût par rapport à ce que vous coûte une installation globale, il n'y a pas que la partie logicielle. Vous allez faire également des économies au niveau gardiennage et télésurveillance. Puisque vous avez un site qui est à un instant T avec des agents de gardiennage,
Vous installez ensuite des logiciels de vidéo, contrôle d'accès, détection, intrusion. Et ensuite, vous allez remplacer l'agent la nuit par un télésurveilleur. Et vous comparez ces coûts avec le coût de l'incident initial. Et finalement, vous avez un ROI qui est très rapide. Voilà. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, la convergence dans le projet que j'ai décrit a plutôt bien marché pour une simple et bonne raison, c'est que moi-même, j'ai un passé en sécurité informatique et j'ai ensuite basculé vers la sûreté. Et en basculant vers la sûreté, j'ai été sensibilisé à un certain nombre de choses, notamment la partie VLAN, la partie séparation des réseaux. Toute la dernière slide, en fait, où je rappelais les bonnes pratiques, c'est hérité de mon passé d'auditeur interne en système d'information. Voilà, en sécurité informatique. Et on revient au sujet de la conférence aujourd'hui, la convergence. Moi, je pense qu'il faut avoir des gens qui soient sensibilisés aux deux métiers pour avoir un dispositif ensuite, pour avoir une politique globale dans l'entreprise qui soit le plus efficace possible. Aujourd'hui, on ne sait pas faire sans la sécurité informatique, la sécurité logique, mais il faut aussi prendre en compte qu'on ne sait pas faire sans la sécurité physique. Et la difficulté, mon voisin en a parlé tout à l'heure, c'est d'utiliser le même vocabulaire, de faire comprendre les concepts de l'un qui sont toujours très compliqués pour l'autre et inversement. Je remercie l'ensemble de nos intervenants pour leur brillante présentation et puis d'avoir répondu, de s'être prêté à ce jeu de questions-réponses. Je vous remercie au nom du CLUSIF. Je vous remercie toutes et tous d'être venus à cette dernière conférence de l'année 2015 du CLUSIF. J'en profite aussi au nom du conseil d'administration, de nos deux permanents, Carmela et Florence, pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année 2015, une très bonne année pour 2016. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et puis je vous donne rendez-vous le 14 janvier, si je ne dis pas de bêtises, pour le panorama de la cybercriminalité qui se tiendra sur Paris. Je ne me souviens plus de l'endroit, mais ça vous sera communiqué par Florence dans le cadre de l'appel à la conférence.